Monsieur Célie, merci vraiment. On s'était connus dans un autre univers à l'époque, qui était celui de la vaccination, en particulier de la vaccination contre la Covid. Et j'avais gardé un souvenir extrêmement, comment dirais, positif de la façon dont les choses s'étaient passées à ce moment-là. Et j'étais très heureux de vous retrouver au Comité économique des produits de santé. Je connais moins Monsieur Duhamel, mais j'ai la chance de bien vous connaître. Alors, depuis 2011, on n'a pas eu d'actualisation de cet accord cadre. Ça avait été un accord cadre signé avec, je me souviens, à l'époque, c'était André Tanti. Il y avait beaucoup de monde autour de la signature. Et là, la différence, c'est que c'est un accord cadre qui est plus resserré sur le nombre de partenaires, d'après ce que vous nous avez expliqué quand on a préparé ce café. Je vous passe tout de suite la parole avec Monsieur Duhamel et voilà, et on vous écoute, vous prenez le temps qu'il vous faut. À l'issue de votre intervention, on prendra les questions dans l'ordre d'apparition de levée des mains. Vous savez que vous avez une petite main jaune dans la barre d'outils. N'hésitez pas à la lever quand vous sentirez que vous avez une question particulière. Vous pouvez d'ailleurs même la lever pendant l'intervention de Monsieur Célie. Et on passera à ce moment-là, après, on passera à la phase questions-réponses qui est toujours quelque chose d'important pour les caféniques. Monsieur Célie, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Mariotte. Merci beaucoup pour votre invitation. On se réjouit ce matin de pouvoir vous présenter effectivement un peu plus en détail l'accord cadre DM, hein, qui est récent, hein, du coup, puisqu'il a été signé le 2 juillet dernier, avec, comme vous le signalez, quelques représentants des quelques syndicats professionnels qui représentent l'industrie du DM. Alors moins qu'en 2011, effectivement, parce que nous avons fait le choix pour ce nouvel accord cadre de procéder en deux temps. D'abord avec les acteurs industriels du DM et puis dans un deuxième temps avec les prestataires. Donc effectivement, cinq signataires de l'accord cadre. Le SNITEM, évidemment, au premier rang de ces signataires, qui a également beaucoup contribué au travail qui a été fourni entre les équipes du secrétariat général du CEPS, les équipes du SNITEM, des permanents et des industriels autour de la table. Donc évidemment, le SNITEM a signé l'accord cadre. Ensuite, on signait également la FIDEO, l'UFAT sur les aides techniques, les entreprises de la nutrition clinique et le CIDIV. Donc, effectivement, cinq signataires versus plus d'une vingtaine en 2011. Toutefois, on se réjouit de cet accord cadre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il met un terme à une dizaine d'années sans écriture de la politique conventionnelle. Alors, je vais y revenir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de l'accord cadre, rappeler ce qu'est le CEPS. Alors je vois autour de la table, certains nous connaissent très bien, les acteurs avec lesquels on a des échanges quasi quotidiens. Pour autant, peut-être compte tenu de l'audience large de ce Café Nil aujourd'hui, rappeler ce qu'est le Comité économique des produits de santé. C'est pas la structure la plus connue de l'administration française. Déjà, rappeler que c'est une structure entièrement publique, hein, qui est placée sous l'autorité de trois ministres, le ministre de la Santé, le ministre des Comptes publics, le ministre de l'Industrie. Pourquoi? Parce que le CEPS a vocation à faire la synthèse entre plusieurs objectifs qui sont ceux de l'État quand il fixe le prix des produits de santé, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux et les prestations. Ces objectifs, quels sont-ils? C'est faire en sorte que les produits soient à la disposition des patients français. Donc, ça implique que les produits soient de qualité, en quantité suffisante, hein, et derrière, il y a évidemment les luttes contre les pénuries. Et il faut aussi que ces produits soient innovants, évidemment, hein. L'idée, c'est pas de fournir des produits dépassés. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif qui vient juste après, c'est maîtriser
la dépense pour l'État, pour l'assurance maladie. Et donc là, on voit bien que ce sont deux objectifs qui ne sont pas forcément alignés. Donc on a un premier travail à faire pour réconcilier ces deux enjeux. Puis on a d'autres objectifs qui sont plutôt portés par l'industrie, effectivement, développer les entreprises, développer l'emploi, développer les territoires, qu'on doit prendre en compte quand on fixe des tarifs de produits de santé. Concrètement, on a deux grandes missions. Fixer le prix de nouveaux médicaments ou de nouveaux dispositifs médicaux qui arrivent sur le marché à la demande des entreprises qui veulent les introduire. On parle uniquement évidemment de produits qui sont remboursés par l'assurance maladie. Et pour l'EDM, on parle uniquement des dispositifs médicaux à usage individuel, c'est-à-dire en gros les deux tiers du marché des DM. Ça exclut donc les DM à usage collectif, et par exemple des équipements de bloc ou des équipements d'imagerie médicale. Cela, on ne les régule pas au CEPS. Donc, première mission, fixation des tarifs. Deuxième mission, évolution des tarifs dans le temps. Alors, les acteurs connaissent cette mission sous le terme plan de baisse, qui est jamais très encourageant pour ceux qui les subissent. Pour autant, c'est un travail évidemment logique d'optimisation de la dépense pour l'assurance maladie. Les entreprises font la même chose quand il s'agit de leurs propres fournisseurs. Donc, c'est une démarche assez logique, qui est évidemment pas facile à conduire, mais qui est évidemment naturelle, qui s'inscrit évidemment dans le cadre de la loi, puisque les objectifs de baisse de tarifs nous sont donnés dans les PLFSS. Donc voilà quelques mots pour le CEPS. Alors, le CEPS, son action s'inscrit en fait évidemment dans le cadre de la loi. La loi, c'est le Code de la sécurité sociale, qui est complété par ce qu'on appelle des lettres d'orientation des ministres. Chaque gouvernement fixe des priorités spécifiques qui sont les siennes par le biais d'un courrier de ses ministres de tutelle au président du CEPS pour affiner la politique conventionnelle, puisque le CEPS, c'est le lieu de la politique conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la politique conventionnelle? Ça veut dire qu'on cherche à trouver un accord entre les pouvoirs publics d'une part et les industriels d'autre part sur le tarif qui va être remboursé. On ne cherche pas à l'imposer unilatéralement, on n'accepte pas non plus le prix qui nous est proposé en entrée par l'industriel. On cherche à négocier et trouver une convention entre les deux. Donc l'accord cadre qui vient après ce cadre général de la loi, des lettres d'orientation des ministres et des PLFSS, des LFSS, en l'occurrence des lois sur le financement de la sécurité sociale, a vocation à préciser le cadre des relations conventionnelles entre le CEPS et les entreprises qui exploitent ou fabriquent des dispositifs médicaux inscrits sur cette liste des produits remboursés qui s'appelle la LPPR, liste des produits et prestations remboursés. L'accord cadre, il est d'autant plus important que pour le DM, qui en a un toujours dans le domaine du médicament. Donc, c'était assez logique que dans le DM, on souhaite combler ce manque. Donc, un accord avait été signé en 2011, il était échu depuis 2014, et entre-temps, la politique conventionnelle n'était pas écrite. Donc, c'était un point à améliorer. Je m'y suis attelé dès ma prise de fonction il y a un peu plus d'un an, et on a pu signer cet accord en juillet. Deux maîtres mots quand même sur l'accord 4DM. Il a vocation à donner de la visibilité et de la prévisibilité aux deux parties, à la fois au pouvoir public et aux industriels, et a vocation également à prendre en compte les spécificités des dispositifs médicaux. Souvent, alors pas pour les industriels évidemment, mais dans la sphère publique, on associe un médicament, dispositifs médicaux. Effectivement, vu de loin, ça peut se ressembler. En réalité, c'est une industrie très différente de celle du médicament, avec des particularités qu'il faut évidemment intégrer quand on fixe des tarifs ou quand on travaille sur des plans de baisse. Et donc, c'était important que l'accord cadre consacre ces spécificités. Une nouveauté également, on va y revenir, parce que je souhaiterais faire trois focus sur cet accord cadre, c'est qu'il
prend en compte toutes les questions de souveraineté sanitaire. Le précédent ne le faisait pas aussi explicitement. Et donc ça aussi, c'est très important, hein. Le médicament, c'est évidemment important pour la souveraineté sanitaire. On en parle beaucoup dans les médias, mais dans le domaine du DM, évidemment, ces enjeux de souveraineté sanitaire sont très très présents. On l'a vu au moment de la crise Covid, hein. C'est plus aujourd'hui un cas d'école, hein. Ça s'est produit concrètement. Et donc, c'est important que dans la tarification, on ait aussi en tête ces enjeux-là, en faisant en sorte que les industries qui fabriquent en France, en Europe, et donc la proximité de la localisation géographique limite les risques de tension d'approvisionnement, de pénurie, et donc permettent de garantir une souveraineté sanitaire in fine. Un des outils armés de cette souveraineté sanitaire, c'est que l'accord cadre permet de débloquer ce qu'on appelle des crédits CSIS. Alors le CSIS, c'est le comité stratégique des industries de santé. Il a prévu une enveloppe il y a quelques années pour justement encourager les investissements dans les outils de production en France l'accord cadre rend possible l'utilisation de ces enveloppes. Alors, je ne vais pas nécessairement en parler beaucoup ce matin, c'est important de le signaler là en introduction. C'est un sujet qui est porté par la DGE, qui a organisé d'ailleurs des événements sur ce sujet-là. Évidemment, s'il y a des questions, on y répondra bien volontiers avec Jocelyn. Mais pour autant, mon exposé liminaire ce matin, je souhaiterais vous présenter plus en détail trois points qui figurent dans l'accord cadre et qui sont directement liés à l'action du CEPS. Alors, le premier point, c'est la création d'une structure nouvelle qui s'appelle le CSPC, le Comité de suivi de la politique conventionnelle. Donc, premier élément. Ensuite, je vous parlerai de deux articles qui sont l'article 19 voilà, qui explique comment on tarifie en fonction de l'ASA qui nous est donnée par la Haute Autorité de Santé. Je salue à cette occasion la présence d'Hubert Galmiche parmi nous. Et puis, je vous parlerai d'un deuxième article, l'article 23. Tout ça est un peu technique, mais vous verrez que c'est deux articles qui sont vraiment fondamentaux. L'article 23, qui est un article qui permet, dans certaines conditions, aux industriels de solliciter des revalorisations de tarifs. Donc, on parle beaucoup de plans de baisse, évidemment, et la situation complexe des comptes publics fait qu'on a une attention toute particulière sur les plans de baisse, mais ça n'exclut pas qu'on puisse également ponctuellement revaloriser des tarifs. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, s'il y a deux articles à lire dans l'accord cadre, c'est bien cela que je vous invite à regarder, l'article 19 et l'article 23. Puis la création du CSPC, c'est l'article 1, mais c'est un peu plus technique. Alors, petit focus sur ces trois points. Alors, je reviens sur le CSPC. Alors, ce comité de suivi de la politique conventionnelle, c'est nouveau. C'est une structure donc, qui est prévue par l'accord cadre DM, qui se réunit 2 fois par an, en septembre et en février. Et donc, elle s'est déjà réunie une première fois. On a installé ce comité avec le président la semaine dernière, c'était le 11 septembre dernier. Et il réunit évidemment tous les membres du CEPS côté pouvoir public et les signataires de l'accord cadre. Le but, c'est d'avoir une vraie instance de discussion autour de la politique conventionnelle, de discussion constructive, hein. Donc, évidemment, ce CSPC veille à l'application de l'accord cadre, mais il a vocation aussi à contribuer aux échanges, à la concertation sur l'évolution du secteur en présentant les dépenses, les économies réalisées. Il a vocation en septembre à discuter avec les acteurs des grands points du PLFSS qui concernent évidemment les produits de santé et plus spécifiquement les dispositifs médicaux et les prestations. Alors cette année, c'était un peu particulier, on n'a pas pu le faire parce que, comme chacun sait, évidemment, les travaux ne sont pas suffisamment, enfin en tout cas, on ne peut pas communiquer sur ces questions-là. Et puis, il a également vocation, et ça on a pu le faire, à commencer à travailler sur les secteurs qui seront concernés par le plan de baisse de l'année suivante.
voilà, donc en 2025, évidemment, il y aura un plan de baisse. Personne ne sait à quelle hauteur, quel sera l'objectif de ce plan de baisse, puisqu'il sera fixé dans la LFSS. Donc, pour autant, nous, on se doit, les équipes techniques, de travailler avec les acteurs sur les secteurs qui seront éligibles avec des hypothèses d'objectifs de plan de baisse. Donc, on a présenté mercredi dernier quelques secteurs potentiellement ciblés. Hein. Tout cela est à mettre avec des conditionnels, évidemment. Et puis, d'une manière générale, ce CSPC aura vocation, hein, donc ce comité de suivi de la politique conventionnelle, à discuter des délais de négociation, de révision des nomenclatures, tout ce qui a trait, en fait, à la politique conventionnelle et aux échanges qu'il peut y avoir entre les acteurs économiques et le CEPS et ses membres. Donc, c'est un outil dont on attend beaucoup. 2 réunions par an, c'est plutôt bien comme fréquence. Hein. C'est ni trop peu, ni trop récurrent. Donc, voilà, on va voir comment ça fonctionne. Donc, l'installation a eu lieu. C'est déjà une grande étape. Prochain comité en février et beaucoup d'attentes autour de ce nouvel outil. Alors, ensuite, donc ça, c'était mon premier point. Je voulais vous parler de cet article 19. Alors, l'article 19, on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on appelle la régulation en fonction de l'ASA. Vous savez que le CEPS, évidemment, il se fonde pour définir ses tarifs sur la demande que formule l'industriel, évidemment, mais d'abord sur l'évaluation du dispositif médical qu'a obtenu l'industriel auprès de la Haute Autorité de Santé et plus particulièrement de la CNEDIM TS, qui est chargé de l'évaluation des dispositifs médicaux, qui nous donne une note qu'on appelle l'ASA, qui peut être comprise entre 1 et 5. En gros, si l'ASA est de 1, 2 ou 3, c'est un dispositif extrêmement innovant. Si l'ASA est de 4 ou 5, il est moins. L'ASA 5, ça veut dire que le dispositif n'apporte pas d'évolution majeure par rapport à l'existant. Donc nous, évidemment, c'est un élément déterminant dans la fixation du tarif, parce qu'en gros, si on a une ASA 5, eh bien derrière, on va avoir tendance à baisser le tarif, hein, forcément par rapport au comparateur. Si vous avez un nouvel entrant sur un marché qui n'apporte rien en économie, il ne peut pas rentrer avec un tarif supérieur ou comparable aux autres. Il doit avoir un tarif inférieur. Donc économiquement, c'est très rationnel. A contrario, si un dispositif a une ASA 1, 2, 3 très innovant, évidemment, pour les patients français, ça va être très important. Et nous, on va être enclin voilà, à accorder une rémunération supérieure à l'existant, peut-être plus proche de celle que sollicite l'industriel. Alors cet article 19, il va préciser en fait la doctrine du CEPS en fonction des ASA obtenus par le dispositif médical. Alors quand vous lisez cet article 19, vous voyez que effectivement il y a un premier élément qui concerne les ASA 1, 2 et 3 qui consacre le fait qu'on peut leur accorder une valorisation par rapport aux dispositifs comparables fixés par définis par la Haute Autorité de Santé. Et puis également, quand on a une ASA 1 à 3, l'industriel peut avoir des stabilités de tarifs. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que ça peut permettre de protéger. Il y a défaut d'avoir des brevets qui sont parfois contournés. Là, ça permet de protéger l'innovation pendant un certain nombre d'années. Donc ça consacre effectivement l'importance qu'on accorde aux dispositifs innovants. Ensuite, on a des éléments qui sont consacrés aux ASA 4. Les ASA 4 en Oui, 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 tarification. j'ai envoyé un message, oui, parce qu'en fait, j'ai réfléchi suite à notre discussion d'hier et sur l'atelier SNITEM qui est quand même très. Donc, quand un dispositif obtient une ASA 4 auprès de la Haute Autorité de Santé, au niveau du CEPS, théoriquement, on doit le tarifer à peu près au niveau des comparateurs. Et donc là, l'accord cadre va définir un certain nombre de critères qui vont permettre à l'industriel d'avoir une rémunération supérieure
au comparateur. Alors, c'est évidemment très bien encadré, mais ça permet voilà, de ne pas avoir systématiquement un tarif comparable, parce que déjà, ASA 4, c'est pas si mal, il n'y en a pas tant que ça, des ASA 4, et donc on veut pouvoir valoriser l'innovation. Et puis, dans la même veine, quand on a une ASA 5, on définit dans l'accord cadre, dans cet article 19, les conditions qui permettent d'obtenir une exception à la baisse automatique de tarifs. Je disais tout à l'heure, quand un dispositif a une ASA 5, a priori, c'est une décote de 5% par rapport au tarif des comparateurs. Et bien, l'ASA 4 va fixer un certain nombre d'éléments qui permettent de ne pas avoir cette baisse automatique. Donc, ça, c'est évidemment très important à regarder parce que ça permet de valoriser ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. Vous savez que dans le dispositif médical, l'innovation incrémentale, c'est quelque chose de très courant, c'est-à-dire que un dispositif, quand il rentre sur le marché, ces concepteurs travaillent déjà à la version suivante. Et donc, régulièrement, on a des évolutions. Alors, c'est des évolutions qui ne sont pas majeures en termes scientifiques. Donc, pour la Haute Autorité de Santé, ça ne justifie pas une ASA 4 quand la version précédente avait eu une ASA 4 par rapport à la précédente version. Donc, c'est souvent des dispositifs qui ont une ASA 5 par rapport à la version précédente, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, nous, on veut baisser les prix. Donc ça, c'est évidemment des incitations à l'innovation. Si on s'en tient à cette situation. Donc, via l'accord cadre, on va pouvoir trouver des exceptions. Par exemple, voilà, si un dispositif permet d'avoir une plus grande longévité, une plus faible consommation de la quantité de produits, tout ça évidemment par rapport au comparateur, et tout ça doit être validé également par la Haute Autorité de Santé. Donc on invite les acteurs à faire en sorte que même s'ils obtiennent une ASA 5, on puisse avoir dans les avis rendus par la CNEDIMS des accroches qui nous permettent ensuite de valoriser l'innovation incrémentale. Donc, article 19, un article très long, évidemment, j'invite les acteurs qui ont des contacts avec le CEPS à lire attentivement, parce que c'est clairement de tous les articles probablement celui qu'on utilise voilà, à chaque comité et qui est évidemment fondamental. Je précise également que maintenant qu'on a un accord cadre, évidemment, tous les dossiers qu'on traite sont lus à l'aune de cet accord cadre. Donc, c'est évidemment protecteur de part et d'autre. Voilà, on ne va pas au-delà de l'accord cadre, on ne va pas en deçà de l'accord cadre. Donc, ça permet vraiment de bien définir les relations entre les industriels et le CEPS. Je voulais enfin vous parler de l'article 23. Alors, l'article 23, il figure dans ce nouveau chapitre qu'on a introduit dans l'accord cadre sur les enjeux de souveraineté sanitaire, les enjeux industriels et de souveraineté sanitaire. On a fait un chapitre pour vraiment marquer l'importance qu'on accorde à ces enjeux dans le domaine du DM, et l'accord cadre, l'article 23 de l'accord cadre concerne spécifiquement les revalorisations des conditions tarifaires. C'est évidemment très important de pouvoir bénéficier de revalorisations quand on est sur un produit, par exemple, fabriqué dans une usine française qui joue un rôle important pour la sécurité sanitaire du pays. Donc, on va regarder la demande de revalorisation au travers de plusieurs prismes. C'est-à-dire que effectivement, la demande de revalorisation ne peut pas être automatique. Déjà, elle doit être fondée sur un choc de coûts. C'est-à-dire que pour solliciter une revalorisation, il faut que l'entreprise qui la demande subisse une hausse anormale de ses coûts ponctuellement. Donc, on va étudier en détail sa demande. Évidemment, tout ça doit être documenté, justifié, et je dirais que le niveau de preuve doit être d'autant plus grand
qu'aujourd'hui, chaque euro compte hein, quand on regarde les dépenses de l'assurance maladie. Et donc, la démonstration doit être absolument irréprochable pour qu'on puisse convaincre ensuite le comité de bouger. Donc, il faut un choc de coût. Ensuite, il faut qu'il y ait un risque pour les patients, donc un risque lié à la production, l'approvisionnement, la commercialisation de ce produit. Exemple un peu caricatural, une entreprise qui aurait 2% du marché français, qui aurait un choc de coût parce qu'elle a décidé d'augmenter de 20% le salaire de tous ses employés, serait pas du tout éligible à cette revalorisation qui serait sollicitée auprès du comité économique des produits de santé. Donc, on va regarder ces critères hein, de l'approvisionnement, on va regarder la couverture des besoins. Voilà, donc effectivement, ça c'est très important. C'est un prisme qui va être regardé plus spécifiquement par un de nos membres qui est la Direction générale de la santé, qui va nous dire, ah bah oui, mais cette entreprise, elle a 60% du marché. Si elle est en difficulté ou si à la suite de ce choc de coût, elle ne peut pas servir le marché correctement, on va avoir un impact patient très, très direct. À nouveau, on va regarder le problème de manière beaucoup plus attentionnée que si cette entreprise elle avait 5% du marché. Donc, en fonction de ces signaux d'alerte, de cette demande de l'entreprise, un dépôt de demande de révision tarifaire va être effectué par l'entreprise. Il va être instruit par les services dans les équipes de Jocelyn et ensuite présenté au comité qui statuera sur la demande de revalorisation. Alors, voilà, je douche tout de suite les espoirs. Si une entreprise vient avec une demande de revalorisation de 40% d'un produit, il est peu probable qu'elle obtienne 40%. Mais voilà, néanmoins, on n'est pas fermé, on est à l'écoute de ce type de demande, surtout voilà, dans le contexte qu'on connaît du secteur du DM qui a été frappé par des fortes hausses de coûts. Je pense notamment aux matières premières, à la main-d'œuvre. Hein, effectivement, c'est une industrie de main-d'œuvre, coûts réglementaires aussi, hein, qui ont pu augmenter. Alors ça se calme un peu, mais en tout cas, matières premières, énergie, main-d'œuvre, c'est des postes qu'on peut prendre en compte, qu'on peut regarder attentivement s'il y a un sujet, évidemment. Voilà les points qu'on souhaitait partager avec vous ce matin. Évidemment, il y en a plein d'autres hein, dans cet accord cadre. J'ai vu que Dorothée Camus, qui connaît bien cet accord cadre, pour y avoir beaucoup travaillé, est présente parmi nous. Donc, je la salue également. On est intervenu avec elle lundi au SNITEM sur ces questions. Donc, qu'elle n'hésite pas également à prendre la parole si elle le souhaite. Donc, peut-être pour conclure quand même ces propos liminaires, signer l'accord cadre, c'était une fin en soi, parce que ça a été un vrai challenge après cette longue période de vacances. Maintenant, on a l'accord cadre, mais on s'aperçoit en fait que c'est un nouveau début, puisqu'en fait, un accord cadre, bah, c'est un texte quelque part un peu juridique, hein, finalement, qui s'impose aux parties. Donc, c'est un document qui a vocation à vivre, à évoluer. Certains articles sont évidemment très précis, très détaillés. D'autres vont nécessiter des interprétations, une forme de doctrine, entre guillemets, du CEPS au moment où on les utilisera. Et donc, finalement, c'est un nouveau début hein, qui a lieu dans le domaine de la politique conventionnelle et des relations entre les industriels du DM et le CEPS. Donc, on s'en réjouit et ça donnera lieu à de nombreux échanges entre nous et les acteurs. Voilà, Olivier, je vous rends la parole. Je crois qu'il y a déjà des mains qui se Oui, lèvent pour des questions. merci Bernard pour ces explications très claires et ce focus sur trois articles qui sont trois articles pivots et c'est vrai quand on travaille avec les entreprises que ces trois points sont trois points extrêmement importants qui étaient peut-être sous-estimés dans la version on va dire antérieure à ce nouvel accord cadre. Et je pense qu'on va avoir, vous allez avoir des demandes très certainement de rencontres pour justement pouvoir expliquer et puis certainement renégocier des choses. Je pense en particulier à l'article 19 qui offre cette possibilité de sortir du cadre, je dirais, de l'ASA en tant que tel
pour prendre en compte aussi des critères qui sont quelquefois un peu différents. Alors, la première question, je ne sais pas si c'est Jean-François ou Philippe Thébault. En tout cas, c'est les associations de malades. Euh, Vous pouvez mettre votre caméra et poser votre question. Bien. C'est à moi, toi, que tu parles, Olivier? C'est à toi, Jean-François. Merci beaucoup. Bonjour Philippe, que je ne voyais pas. Merci beaucoup, Bernard et Jocelyn, d'être présents et de nous donner ces informations. Alors, tu as bien mis le point, Olivier, sur le bas qui blessait, où on espère pouvoir corriger avec l'article 19, si j'ai bien compris. Pour nous, usagers, l'un des gros enjeux, c'est bien entendu l'innovation dans les dispositifs médicaux, mais cette innovation incrémentale, comme vous dites, n'est pas mineure. On a des dispositifs qui, au fur et à mesure des versions, si je prends les CGM par exemple, 1, 2, 3, etc., apportent... Est-ce que tu peux, Jean-François, parce que tout le monde n'est pas au courant des acronymes. Bon. D'abord, Jean-François Thébault est vice-président de la Fédération française des diabétiques. Si tu peux utiliser les termes complets, parce qu'autrement, on va perdre un certain nombre de personnes. Voilà, pareil, je prends l'exemple des dispositifs de contrôle continu du diabète, qui sont des petits appareils qu'on porte sur la peau et qui nous permettent d'avoir en permanence notre glycémie. Depuis une dizaine d'années, on a eu plusieurs versions des mêmes modèles. Et à chaque fois, elles apportent des innovations importantes, ne serait-ce que dans la transmission, l'interopérabilité et la fiabilité, par exemple. Or, à chaque fois, on nous opposait, ou nous oppose le fabricant pour des difficultés de mise sur le marché. L'un d'entre eux, par exemple, n'est pas mis sur le marché, la version 3 d'un de ces modèles, parce qu'ils avaient obtenu des ASA 5, puisqu'en fait, c'est une innovation mineure, incrémentale, même si en termes de qualité de vie et d'usage, elle est importante. Alors pour ça, deux questions. La première, c'est avec cette politique de prix extrêmement bloquée où on demande à chaque fois un peu moins, on risque, et d'ailleurs ce n'est pas un risque, c'est un fait, d'avoir un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas accessibles pour les patients en France. Et on voit, comme le médicament, un certain nombre d'industriels qui n'ont pas voulu mettre ces dispositifs sur le marché. Donc, c'est une perte de chance pour les patients dans ces cas-là. Et le deuxième point, c'est que dans ces critères que vous utilisez, vous ne tenez pas compte suffisamment de l'amélioration de la qualité de vie et qui peut, pour être des innovations qui paraissent mineures, être quand même très importantes. Par exemple, avec mon capteur, j'ai une perte de signal très fréquente, si bien que si je fais une bonne hypoglycémie la nuit, je ne vais pas m'en rendre compte. Dans l'autre modèle nouveau, il n'y a pas de perte de signal. Et c'est pour nous une innovation majeure, et pourtant, elle n'est pas reconnue en termes de qualité de vie, ni par la Haute Autorité de Santé, ni par, après, votre tarification. Donc, autrement dit, l'ASA 5 est très pénalisant, comme la SMR 5, alors que dedans, il y a des degrés différents d'ASA 5. Merci beaucoup pour cette question. Évidemment, je pense que les dispositifs de capteurs de la glycémie interstitielle sont un bel exemple, effectivement, d'évolution incrémentale. C'est notre préoccupation majeure sur ces questions, de faire en sorte que les dispositifs nouveaux, innovants, soient accessibles pour les patients. Donc, évidemment, on a bien la problématique très haut sur nos radars. Alors, par rapport à votre question sur la qualité de vie des patients, oui, c'est évidemment un point clé, un point fondamental, mais pour qu'on puisse le prendre en compte, il faut qu'il soit valorisé dans l'avis que rend la Haute Autorité de Santé. Et pour ça, il faut que l'industriel qui porte ce nouveau dispositif innovant ou cette innovation incrémentale le valorise auprès de la CNEDIMS au moment où il va solliciter son nouvel ASA d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que la CNEDIMS nous dise ah ben voilà, ce dispositif, même s'il dispose d'une ASA 5, il améliore considérablement la qualité de vie du patient. Et nous, on va pouvoir s'accrocher à ça
pour valoriser cette innovation et le cas échéant aller vers une tarification supérieure. Mais si on ne l'a pas dans l'évaluation scientifique et indépendante sur laquelle on se fonde pour tarifer, c'est compliqué au niveau juste CEPS, dont la vocation n'est pas d'aller regarder la nature même des dispositifs. Nous, on n'a pas, même s'il y a autour de la table des professionnels de santé très, très, très pointus, leur rôle, c'est de tarifer, c'est pas d'aller évaluer ou refaire l'évaluation de l'ACNEDIMS. Les rôles sont bien clairs et bien partagés. L'ACNEDIMS fait ça très, très bien, mais donc ça suppose que l'industriel valorise son amélioration de la qualité de vie, puisque c'est ça que vous signaliez, auprès des équipes de la HAS, et de manière à ce qu'elle l'intègre dans son évaluation. Donc, c'est une pierre dans le jardin des industriels que vous faites, qui ne sollicitent pas suffisamment les associations d'usagers pour faire ces études de qualité de vie. Eh ben, c'est une responsabilité effectivement partagée. Il faut, en tout cas, pour que nous on puisse en tenir compte, il faut qu'on ait au niveau de l'évaluation scientifique et indépendante une accroche qui nous permette de faire un bouger dans la tarification. Un grand merci. Merci à vous. Peut-être pour. Souviens-toi, Jean-François, que les études de qualité de vie, on en avait discuté longuement et c'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet tout à fait capital. Diane, vous êtes journaliste chez Contexte et ça me fait grand plaisir de vous passer la parole. Si vous Bonjour. pouvez mettre votre caméra. Oui, j'avais une petite question par rapport au rapport de l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales sur les DM qui est paru récemment. Elle propose notamment de mobiliser plus souvent l'outil de la décision unilatérale quand les négociations de prix s'enlisent. Est-ce que le CEPS est à l'aise avec cette idée qui pourrait quand même tendre les relations conventionnelles avec les industriels? Alors, écoutez, le rapport qui a été publié, c'est un rapport qui est remis au gouvernement. Nous, on est le bras armé, l'exécutant du gouvernement pour mettre en place la politique qu'il souhaite mettre. Donc, le rapport, il n'est pas destiné au CEPS. Donc, je suis un peu mal à l'aise pour répondre à votre question. C'est-à-dire que si le futur gouvernement qui sera nommé, estime qu'il doit s'appuyer sur ce rapport pour aller plus loin, eh bien nous, on l'intégrera. C'est notre métier d'appliquer ce que nous demande le gouvernement. Mais en tout cas, nous, à ce stade, ce n'est pas un rapport qui a été remis au CEPS, même si on a répondu aux demandes d'audition de l'IGAS et de l'IGF pour qu'ils établissent ce rapport. Clairement, moi, j'ai pas communiqué publiquement sur mon avis sur ce rapport. C'est pas le sujet. Personne ne me le demande et je sortirais de mon rôle si je le faisais. Après, la question plus générale que vous posez sur les décisions unilatérales. Alors, la décision unilatérale, elle a un avantage, c'est que dans la négociation du plan de baisse, et ça nous arrive de l'utiliser, elle marque la fin de la négociation. À un moment, quand on commence à discuter d'évolution de quelques dixièmes de pourcentage, on s'aperçoit que ça patine et on va dire, maintenant on arrête et si on n'est pas tombé d'accord, on prend une décision unilatérale. Donc c'est un outil qui est utile dans la politique conventionnelle parce qu'elle permet d'arrêter les discussions. Pour autant, nous, au CEPS, on est le lieu de la politique conventionnelle. Donc la politique conventionnelle, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est bien la recherche d'un consensus entre les industriels et nous. Donc, ce n'est pas d'imposer quelque chose. Donc, à chaque fois que la politique conventionnelle peut l'emporter, nous, on s'en réjouit. C'est pour ça qu'on œuvre, c'est pour ça que les équipes sont mobilisées dans des discussions avec les acteurs. Donc, si demain, il fallait faire que des décisions unilatérales, oui, ça serait un changement par rapport à ce qui s'opère aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la DU ne doit pas être utilisée. Et d'ailleurs, on est appelé à le faire. Le CEPS en a pris à diverses étapes. Ça fait partie de nos outils, indépendamment de ce rapport de l'IGAS et de l'IGF publié il y a une dizaine de jours. Merci. Merci à vous.
Une question d'Isabelle Fontes. Isabelle, si tu peux mettre ta caméra et te présenter. Isabelle? Bon, on reprendra la question. Ah, tu m'entends, c'est bon. Oui, pardon, c'était une erreur de manipulation, j'avais pas de question, excusez-moi. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, Christophe Philibert, je vous pose la parole. Christophe Philibert, je suis directeur des affaires publiques de Bebron, qui est une entreprise familiale allemande de dispositifs médicaux, et donc interlocuteur régulier de messieurs Célie et Duhamel, que je salue. J'ai une question sur tous ces nouveaux dispositifs qui sont intéressants dans l'accord cadre. Vous avez parlé de la régulation par l'ASA, on peut parler aussi des articles 22 et 23 sur la souveraineté. Il y a bref beaucoup de nouveaux mécanismes à mettre en place. Il faut que l'industrie s'en saisisse, on est d'accord. Combien de temps, c'est une question un peu sur l'horizon de temps, combien de temps vous vous donnez pour regarder l'effectivité de ces dispositifs en termes soit de nombre de dossiers, soit de durée de retour d'expérience, parce qu'on est finalement dans un accord cadre qui a une durée de vie assez courte. La crainte pourrait être de dire qu'on n'aura peut-être pas tout essayé avant la fin de cet accord cadre. Donc, qu'est-ce que vous avez comme horizon de temps en tête pour vous dire ça fonctionne et à quel niveau ça fonctionne? Et je parle de toutes ces nouvelles dispositions qui sont intéressantes et incluses dans cet accord cadre. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, l'horizon de temps, je ne l'ai pas dit, parce que l'accord cadre est signé pour une durée de 3 ans. Donc après, on peut espérer qu'il soit reconduit et qu'après ces 3 ans, on n'ait pas 10 ans sans texte, mais c'est une petite parenthèse. Donc c'est finalement effectivement relativement court. Pour autant, c'est un document qu'on travaille depuis longtemps, donc tout le monde, tous les acteurs qui ont travaillé autour de ces questions connaissent bien ces dispositifs. Donc l'idée, c'est de les utiliser tout de suite. Et il y a un certain nombre d'articles, voilà, depuis le 2 juillet, il y a eu 3 comités. Et donc, à ces 3 comités, on a mentionné l'accord cadre et il y a plusieurs dossiers qui invoquaient plusieurs articles de l'accord cadre dans la négociation. Donc, l'effectivité de l'accord cadre, c'est tout de suite. Après, sur des articles comme les 22 A, B ou les incitations aux exportations, ça va dépendre des demandes qui arrivent. Hein. Donc, ça, c'est un peu plus difficile d'y répondre. C'est des articles qui sont, je dirais, un peu moins quotidiens dans leur utilisation par rapport au rôle du CEPS. Donc, on va voir. En tout cas, le premier jalon qu'on va avoir pour répondre à votre question, c'est le CSPC de février. Donc le prochain comité de suivi de la politique conventionnelle qui a vocation justement à faire un état des lieux de l'utilisation de l'accord cadre ou de la sous-utilisation de certains articles, peut-être, auquel cas il faudra regarder. De la même manière, les crédits 6, et je ne sais pas si la DGE est parmi nous ce matin, mais le but des crédits 6, c'est que maintenant qu'on a une enveloppe conséquente, des modalités d'utilisation de cette enveloppe fixée par l'accord cadre, c'est d'y aller. Et donc, on invite les acteurs qui ont à la fois des projets d'investissement à la fois exemptés et ex post de venir déposer des dossiers auprès de la DGE et du CEPS pour qu'in fine, on puisse débloquer ces crédits et les utiliser. Donc, l'accord cadre, il est vraiment conçu comme un outil global qu'on veut utiliser, qui a vocation à être opérationnel et pas un énième texte qui serve à caler les armoires. Merci. Christophe, ça vous convient comme question complémentaire, non? Absolument, ça me convient bien. C'est parfait. Sébastien Kowalski. Bonjour messieurs, merci pour cette clarification de l'accord cadre qui éclaircit bien pas mal de sujets. Moi j'ai une question par rapport au délai de traitement. Est-ce que cet accord cadre... Pardon ? Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, pardon, excusez-moi. Sébastien Kowalski, pardon, de la société Endomag. Voilà, c'est une petite entreprise anglaise. Voilà. Dans le cadre des cancers du sein.
Et donc, ma question porte sur les délais de traitement. Est-ce que cet accord cadre, en fait, va permettre d'accélérer un petit peu les délais de traitement, compte tenu des discussions que j'ai pu avoir avec différents partenaires et différentes autres industries, entre ce qui est annoncé dans les délais, on va dire, pas légaux, mais dans les délais annoncés et la réalité, il y a un gap qui est assez important et je voulais savoir, en tout cas sur les primo-inscriptions, et je voulais savoir si cet accord cadre permettrait d'accélérer un petit peu ces processus. Alors, déjà, l'accord cadre, effectivement, je réponds, j'élargis un peu votre question. Il y a le sujet des plans de baisse qui prennent souvent beaucoup de temps dans le DM par rapport aux médicaments. Et là, effectivement, l'accord cadre va permettre de donner des grilles d'analyse en cadrant un peu la négociation. C'est-à-dire qu'il va indiquer dans quel calendrier le CEPS doit communiquer avec les acteurs sur les secteurs qui seront éligibles au plan de baisse pour l'année N+1 et cadrer un peu les choses pour éviter que les négociations durent sur toute l'année et soient finalement moins efficaces. Donc ça, c'est un premier élément que je n'ai pas indiqué dans mes propos liminaires, c'est l'article 26 de l'accord cadre. Ça dépasse votre question, mais je voulais le rappeler ce matin. Donc ça, c'est très important pour nous, c'est très important aussi pour les acteurs. Par rapport à votre question qui est la durée des négociations dans les primo-inscriptions. Donc l'accord cadre, dans la mesure où il apporte de la visibilité et de la prévisibilité, évidemment, il doit concourir à raccourcir les négociations, la durée des négociations. C'est un vœu de tous pour les entreprises parce que ça permet d'inscrire son produit plus vite sur la LPPR, pour nous parce que c'est moins de temps consacré à la négo. Pour autant, et donc ces durées de négo, elles sont cadrées. Hein. Globalement, c'est 3 mois pour l'évaluation auprès de l'HAS et après 3 mois de négociation auprès du CEPS. Pour autant, vous l'indiquez, effectivement, quand on a des dossiers complexes qui sortent un peu du cadre, la négociation, elle peut durer bien au-delà de ces 3 mois. Alors là, c'est toujours pareil, c'est une négociation. Donc aujourd'hui, la situation des finances publiques est très tendue, très complexe. Donc ça n'incite pas, ça nous incite pas, nous, à faire des grandes avancées donc on va avoir une négociation qui avance par petits pas. Donc ça, évidemment, ça peut être de nature à rallonger la négociation. Mais l'industriel, il est aussi responsable de la négociation de son côté, parce que lui-même, s'il fait des pas plus grands du côté de la maîtrise de la dépense, on peut arriver plus vite à un accord. Donc je dirais que la durée de la négociation, elle peut être due effectivement à des éléments conjoncturels, mais c'est une responsabilité partagée entre l'industriel et nous. Pour autant, à nouveau, hein, j'insiste sur le fait que nous, on veut raccourcir ces durées de négociation, mais il y a tout un tas de facteurs qui expliquent que ça prenne du temps. Et puis, in fine, ça peut être, enfin, comment dire, in fine, c'est le payeur qui a la main. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ben, nous, on arrête la négo au bout de 3 mois. Si l'industriel n'est pas d'accord avec le tarif obtenu au bout de 3 mois, c'est comme ça ou pas d'entrée. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'industriel d'avoir cette approche un peu plus dirigiste. Voilà. Donc, quand on parle de durée de négociation, il faut vraiment avoir une approche un peu holistique des choses et on s'aperçoit que l'équilibre est complexe à trouver. Je vous remercie. Alors, Merci on à a vous. une question de... Oui, Sébastien, ça vous convient? Question suivante, c'est une question d'Isabelle Martinache. Isabelle, vous pouvez mettre votre caméra et vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Isabelle Martinache. Je travaille à l'Agence de la biomédecine et je suis référent pour les greffons tissulaires au sein de la direction médicale et scientifique. Et c'est à ce titre-là que je vous interroge sur cet accord cadre qui couvre les dispositifs médicaux. Vous le savez, la LPP, dans son titre 3, inclut les DMI, les implants et les greffons tissulaires. Et je voulais vérifier avec vous la place de ces greffons dans cet accord cadre. Est-ce que les tissus humains à destination de greffe vont être considérés et analysés au travers des termes de cet accord cadre dispositifs médicaux, ou est-ce qu'ils ne s'adressent qu'aux dispositifs médicaux à proprement parler?
Alors déjà, merci pour votre question et merci pour votre présence ce matin. C'est évidemment un secteur très particulier, effectivement, de la LPPR, hein, les greffons osseux viraux inactivés. On a des échanges d'ailleurs avec l'ABM sur ces questions et on a bien conscience de leur spécificité. Alors, a priori, ils sont évidemment traités dans l'accord cadre. Donc, le but, c'est que l'accord cadre les concerne, mais je vais laisser Jocelyn peut-être préciser ce point de manière plus approfondie. Non, effectivement, pour répondre à votre question, l'accord cadre régit bien la tarification de l'ensemble, hein, des produits et prestations qui sont inscrits sur la LPPR. Donc, à ce motif, effectivement, les greffons osseux seront bien pris en compte dans la tarification sur la base de cet accord cadre. D'accord, très bien. C'est un domaine qui est très important pour nous avec des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a peu d'économies d'échelle dans la fabrication de ces produits. C'est complexe. On parle la matière première est issue du vivant, donc c'est un secteur qu'on regarde de très très près. Quand on veut leur appliquer des plans de baisse, on le fait avec une main tremblante parce qu'effectivement c'est un secteur fragile et qui n'est pas en croissance non plus, hein. Donc voilà, on a plusieurs facteurs ou en tout cas en croissance limitée. J'ai pas les tout derniers chiffres 2024, mais voilà. En tout cas, sachez que c'est un sujet qui est... Je dois vous avouer que j'ai retrouvé les enjeux particuliers de santé publique, les besoins médicaux non couverts qui peuvent certainement être un point d'entrée pour nous et nous concerner. Donc, on s'y retrouve. Voilà. Mais c'était pour bien le vérifier avec vous. Oui. Et dans tous les cas, on est à l'écoute de l'ABM, hein, quand il y a des signaux. On avait échangé avec Marine il y a quelques mois de ça pour voilà, quand il y a le moindre signal de risque sur ces questions, n'hésitez pas à nous alerter. On est vraiment à l'écoute de vos préoccupations sur ces questions. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je pense que sur ces questions, vous avez un collectif d'associations de malades qui est extrêmement à l'écoute également. Qui s'appelle le collectif Greffe Plus. Et vous avez, je crois, une dizaine d'associations à l'intérieur qui attendent beaucoup de la politique, justement, de la greffe en France pour se retrouver dans les mêmes conditions que d'autres pays européens. Donc, c'est un sujet qui est un sujet d'importance. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et merci. Merci à vous. Hélène Delmotte. Hélène, si tu veux mettre ta caméra. Oui, bonjour. Donc, Hélène Delmotte, je suis journaliste pour le quotidien du médecin. Donc, cet accord cadre traite des relations avec les industriels et je pense que vous avez précisé que les relations avec les partenaires donc, seraient abordées dans un second temps. Est-ce que vous auriez des informations ou des éléments de calendrier, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc oui, l'objectif, c'est de travailler sur un texte avec les prestataires. Hein, donc non, je n'ai pas d'éléments de calendrier à communiquer ce matin. Désolé. Merci beaucoup. Désolé. Alors, Bernard, pour aller dans le sens de la question d'Hélène, c'est vrai que quand on discute avec les structures syndicales qui représentent les médecins, par exemple, qui prescrivent des dispositifs médicaux, il y a deux choses. Alors, il y en a certaines qui se plaignent de ne pas être au courant de ce genre de choses et d'avoir donc des impacts sur leur prescription. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas beaucoup de curiosité de la part d'un certain nombre de structures syndicales pour s'intéresser à des accords qui sont aussi importants. Il reste un partenaire traditionnel de la distribution. Presque plus sensible encore que le où il n'y a pas la question des marges et la question des remises ou des prix qui sont fixés. Une préoccupation d'un certain nombre d'industries. Excusez-moi, Monsieur Mariotte. Comité économique des produits de santé. Je suis désolé, je ne sais pas si c'est moi ou en tout cas je vous entends par bribes, mais peut-être.
Alors, je vais peut-être, désolé, Monsieur Mariotte, mais je vais peut-être, c'est pas un désintérêt du tout du CEPS pour les prestataires. Évidemment, les prestataires sont des acteurs extrêmement importants et en volume voilà, j'ai pas donné de chiffres sur l'activité du CEPS, mais en gros, le CEPS, c'est plus de 40 milliards d'euros remboursés par an, un peu plus de 30 sur le médicament, un peu plus de 10 sur le DM. Et au sein du DM, il y a près de 4 milliards qui correspondent à des activités de prestataires. Donc évidemment, le rôle des prestataires est clé. Si je ne souhaite pas communiquer d'éléments sur le calendrier, c'est parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas d'éléments partagés à ce stade avec les fédérations de PSAD pour pouvoir communiquer publiquement sur un calendrier. Mais clairement, l'objectif, c'est de décliner un accord cadre avec ces professionnels, parce que ça sera aussi dans leur intérêt et dans le nôtre, de formaliser la politique conventionnelle de manière à ce qu'on ait effectivement le même type d'outil que celui qu'on a présenté ce matin. Donc, ce n'est pas du tout un désintérêt pour l'activité des PSAD, qui sont évidemment clés pour la distribution des DM, qui jouent un rôle majeur également sur la présence de services médicaux sur l'ensemble du territoire, et qui, à nouveau, sont des acteurs qu'on rencontre aussi quasi quotidiennement au CEPS. Alors, oui, en fin de compte, le fait que j'ai une mauvaise qualité de réseau, même si je suis à Paris, fait que, et même si j'ai la fibre, fait qu'en fin de compte, ma question, c'est pas celle-là tout à fait que je voulais vous adresser. C'est la question plutôt du reste à charge. On a été pendant longtemps dans une politique où on considérait que pour les produits, il fallait qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les patients. Et puis, il y a quand même un certain nombre de conditions de l'innovation qui sont liées au fait que il peut y avoir, quand le besoin médical est couvert, par exemple, il peut y avoir des innovations qui sont faites par l'industriel et qui permettent, enfin, qui ne peuvent exister que parce que justement, il y a une possibilité de reste à charge qui est donnée dans le cadre de la vente de ces produits. C'est une préoccupation qui est une préoccupation importante parce que souvent ce sont des entreprises qui sont des entreprises avec des niveaux de prix qui ne sont pas forcément très importants, qui sont des entreprises très inscrites dans les territoires, quelquefois qui ont des historiques très longs de partenariats industriels avec des territoires qui sont un petit peu en déshérence industrielle. Et pendant longtemps, on leur a objecté le fait qu'en fin de compte, tout devait exister et être mis à disposition sans reste à charge. C'est une de leurs conditions de survie. Est-ce que cette question-là est abordée dans l'accord cadre ou pas? Alors, la réponse est oui, au travers de ce qu'on appelle le PLV, le prix limite de vente. Hein. Donc, vous savez que nous, on peut fixer un tarif, qui est le tarif remboursé, et on peut fixer également un PLV, un prix limite de vente. Et donc, du coup, l'écart entre le tarif et le PLV, ça définit effectivement le reste à charge, qui peut être pris en charge par les complémentaires santé, le cas échéant. Alors, que dit l'accord cadre sur ces questions? En fait, il laisse une grande ouverture en fonction des secteurs, parce que notre grille d'analyse va être très secteur dépendant. Donc, la règle, en tout cas telle que c'est écrit, c'est que, d'une part, la fixation d'un PLV n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'il reste des lignes où il n'y a pas de prix limite de vente. Pour autant, la politique du CEPS, c'est autant que possible, et dans la quasi-totalité des cas, de fixer un prix limite de vente pour éviter les dérapages. Après, la question qui se pose, c'est à quel niveau le PLV est fixé. Si le niveau du PLV est fixé au niveau du tarif, c'est-à-dire tarif égal PLV, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste à charge. Donc évidemment, ça peut être une volonté politique de le faire, hein, pour minimiser les restes à charge sur les patients, en priorité les plus fragiles. Et donc ça s'applique, hein, sur tout un tas de secteurs où on veut pas qu'il y ait
qu'il y ait de dépassement. Mais pour autant, on peut on peut accepter qu'il y ait un PLV, mais dans ce cas-là, on veut aussi qu'il y ait une offre suffisante aux tarifs régulés. C'est-à-dire que quand on fixe un PLV, il faut aussi qu'il y ait des gammes et on invite les industriels à avoir une gamme qui soit tarif égal PLV, justement pour éviter que le dépassement ne soit systématique. Donc l'accord cadre permet d'explorer toutes les options. Et concrètement, c'est important pour nous d'avoir toutes les options parce que le secteur du DM étant tellement vaste, tellement large, qu'il faut qu'on puisse ne pas avoir une réponse univoque sur une question aussi complexe. Et je rejoins votre analyse. Hein. Un PLV peut permettre, dans certains cas, d'avoir la possibilité pour les industriels d'avoir des options, des gammes plus élevées, peut-être des innovations qui ne sont pas absolument nécessaires pour tous les patients, du choix aussi pour certains patients. Donc, pas de réponse univoque et l'accord cadre consacre cela. Ça répond à votre question? Oui, ça répond parfaitement à ma question, qui est vraiment, et merci de ces précisions, parce que c'est souvent un sujet de préoccupation très fort pour les industriels. J'avais une deuxième question qui était corollaire à la question chez Neil, on s'occupe beaucoup des territoires. Quand vous avez un secteur industriel qui est très territorialisé, issu souvent, je pense au textile médical par exemple, issu de l'industrie textile, mais l'industrie textile est en grande difficulté en France, on va dire. Il reste le textile médical. Quand vous avez ce type de secteur, comment l'accord cadre peut prendre en compte justement le fait que c'est un partenaire industriel? Bien entendu, il crée des produits et des prestations de santé, mais également il est porteur de toute la politique de l'emploi très souvent du bassin, la politique de formation, la politique de recherche, des partenariats quelquefois avec, bien entendu, des conseils régionaux, mais également d'autres secteurs industriels ou des secteurs universitaires. Tout ça, si on veut le maintenir en France, il va falloir qu'on puisse le valoriser, trouver au moins des solutions pour que tous ces produits qui sont français et qui ont une spécificité et une antériorité sur le territoire et des investissements très lourds, souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose est fait dans ce cadre-là et dans l'accord cadre pour justement prendre en compte ces spécificités? Alors, la réponse est complexe. Hein. Donc, évidemment, ce que vous décrivez, on en a bien conscience. Et alors, depuis que j'ai été nommé, j'ai eu à cœur d'aller sur le terrain. Donc, j'ai pu me rendre compte à quel point ces écosystèmes d'innovation étaient clés dans le paysage économico-industrialo-sanitaire français. Et donc, évidemment, c'est très riche, ces partenariats. Alors, vous parliez du textile. Madame Ducoté est présente quand on va à Saint-Étienne, quand on rencontre les acteurs industriels, évidemment, Tuan, Sigvaris et d'autres, on s'aperçoit qu'ils tissent des liens à la fois avec des entreprises de l'innovation, des instituts de formation, l'école des mines de Saint-Étienne, l'école du design, mais également évidemment avec le CHU. Et on voit que la richesse, c'est pas qu'une usine qui va employer certes des centaines de gens directement et indirectement, mais c'est au-delà l'irrigation de tout un secteur. Et donc Saint-Étienne, c'est un très bel exemple. Et évidemment, il y en a d'autres en France. Donc ça, d'une part, on en a bien conscience. D'autre part, on considère que c'est une très grande richesse de notre pays. Et ça nous incite effectivement à mobiliser des leviers pour préserver cette situation. Alors, un des leviers, et c'est justement pour ça qu'on a souhaité ce chapitre consacré à la souveraineté industrielle et sanitaire et aux enjeux industriels, on va y trouver des outils pour
aider à trouver le bon tarif pour maintenir ces écosystèmes. Alors c'est complexe, il y a plusieurs outils qu'on peut mobiliser. Les crédits CIS que je mentionnais en sont un. Et on travaille également, alors il ne figure pas dans l'accord cadre, mais je le signale, on travaille sur un article qui est l'article 65 de la LFSS pour 2022 qu'on va mettre en œuvre pour le DM. C'est des travaux en cours, donc c'est un peu plus prospectif ce que je dis là, mais le but c'est d'atterrir rapidement, qui permettra d'accorder des avantages tarifaires aux entreprises qui fabriquent en France et en Europe avec le prisme de la réduction des tensions d'approvisionnement et donc de la maximisation de la souveraineté sanitaire. Donc la réponse est 1, c'est très important. 2, on en a bien conscience. Et 3, on a des outils pour faire en sorte qu'on puisse préserver ces équilibres. En tout cas, on y travaille d'arrache-pied, je peux vous dire. Merci beaucoup. Ah oui, je crois que c'est extrêmement important, et en particulier dans les territoires. Si ces secteurs industriels disparaissent, il reste rien souvent. Il reste rien en termes de partenariat, il reste rien en termes de politique de l'emploi. On va risquer d'avoir des territoires entiers en déshérence. Et je pense que c'est pas l'objectif de la France que de ne pas s'occuper de ces territoires. Donc je suis très content de voir que dans l'accord cadre, il y a quelque chose. En tout cas, c'est clairement une préoccupation quotidienne du CEPS, parce qu'effectivement, on a cité Saint-Étienne en Rhône-Alpes autour des industries de la prothèse. Il y a également des écosystèmes extrêmement féconds autour de Grenoble, mais il y en a aussi dans le nord, dans l'est. Enfin, bref, je crois que c'est vraiment une spécificité française très très forte. Et derrière, il y a évidemment l'enjeu industriel, l'enjeu en termes d'emploi, d'innovation, mais in fine, c'est bien le patient qu'on valorise, parce que quand le centre de développement n'est pas à côté de l'usine et proche du CHU, et ben finalement, la recherche, elle se fait ailleurs, et le perdant, c'est bien le patient, et le patient est au cœur de nos préoccupations. Donc, in fine, c'est bien pour le patient qu'on travaille, et que ces écosystèmes peuvent être extrêmement riches. Donc, merci pour votre question, sinon je pense qu'on ne l'aurait pas abordé sinon. C'est un point qui me semble important. Je passe tout de suite la parole à Sandrine Cabrol. On parle de territoire, mais on va changer de territoire, puisque Sandrine est toulousaine. Oui, bonjour. Alors, je suis désolée, ma caméra est capricieuse, donc elle ne fonctionne pas. Bonjour, Monsieur Célie, bonjour, Monsieur Duhamel. Merci pour consacrer ce temps à la pédagogie de l'accord cadre. Je vais poser une question qui sort un petit peu de l'accord cadre, qu'on avait déjà évoqué, mais étant donné qu'il reste un petit peu de temps, j'en profite pour poser la question. C'est plus sur le volet, je dirais, de ce qu'on appelle l'évaluation médico-économique. Lorsqu'on demande un ASA 3 au niveau administratif, j'avais déjà abordé également le sujet avec Monsieur Galmiche, qui représente la Haute Autorité de Santé. Il y a des critères d'éligibilité lorsqu'on demande un ASA 3 à minima au niveau de la CES pour déposer un dossier médico-économique avec des seuils de dépenses inférieurs à 20 millions d'euros, etc. et qui font qu'on peut être éligible pour être évalué sur un plan médico-économique et déposer des données démontrant je dirais, l'intérêt du dispositif médical ou du traitement pour lequel on demande une prise en charge. Et c'est vrai que nous, je parle donc on est spécialisé dans le dispositif implantable dans le traitement de la surdité, on ne rentre jamais dans ces critères-là. Donc, on n'a jamais cette porte d'entrée au niveau de la CESP, au niveau de la Haute Autorité de Santé. Et c'est vrai qu'au niveau, vous l'évoquiez en début d'entretien, lorsque le comité statue sur la tarification, elle se base effectivement sur l'avis qui est rendu par la CNEDIMS. Et en l'occurrence, quand on n'est pas éligible au niveau de la CESP, il n'y a pas d'avis sur l'efficience et l'aspect médico-économique. Et donc, c'est vrai que nous, on se retrouve dans une situation où on n'a pas de porte d'entrée
pour démontrer l'intérêt du traitement sur un plan système de santé, efficience de la prise en charge, etc. Et c'est vrai aussi qu'au niveau du comité, cet élément n'apparaît pas dans les critères du dossier qu'on doit soumettre au niveau du comité. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a des réflexions pour faire évoluer, je dirais, soit les critères, alors vous n'allez pas répondre au nom de la Haute Autorité de Santé, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettront, en tant qu'industriels, de pouvoir soumettre ce type d'éléments pour que ça soit intégré dans l'évaluation du comité en ce qui concerne la tarification? Ou est-ce que ce n'est pas forcément la priorité du moment? Voilà, c'était juste ma question qui est plus une réflexion sur ce sujet. Je crois que Jocelyn a des éléments à partager, sinon par écrit, on pourra approfondir pour pas mobiliser la parole sur ces questions qui me semblent très, très techniques. Jocelyn. Bon, effectivement, peut-être on peut aussi parfois que regretter l'absence voilà, de ces évaluations médico-économiques qui sont un outil aussi intéressant à mettre à la connaissance des membres dans la tarification. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a voilà, cette problématique en tête? Oui. Mais encore une fois, ça demandera aussi aux différents pouvoirs publics de se poser la question de est-ce qu'il faut plus ou moins adapter aussi ces critères au DM pour qu'on puisse aussi avoir plus d'évaluation médico-économique. Après, est-ce que c'est une priorité? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Et malheureusement, j'aurais pas plus d'éléments à vous apporter aujourd'hui. Mais oui, c'est quelque chose que l'on regrette et qu'on a évidemment aussi partagé à plusieurs reprises dans différents contextes divers et variés. En tout cas, juste sur ce point particulier, nous, on invite les acteurs à soumettre des évaluations médico-économiques auprès de la HAS parce que nous, tout élément concret, précis, démontré, validé par la Haute Autorité de Santé peut nous aider et facilite le travail de tarification. Donc la direction est importante. Après, on a bien conscience aussi que c'est des éléments qui sont très coûteux pour les industriels. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut discuter aussi en amont avec les équipes. Hein. Donc là aussi, il n'y a pas de réponse univoque. Hein. Bien sûr, oui, je comprends. Merci beaucoup. J'ai plus de questions en stock, mais j'ai une question, j'ai repris dans le chat particulier. Ah ben, Monica, je vous passerai la parole après. Marie-Josée Auger-Comont est dans le TGV, ce qui fait que c'est difficile de poser la question, mais elle disait pourquoi des accords séparés entre industriels et dispensateurs? Entre industriels et prestataires et dispensateurs. Oui. Ah, elle parle plus spécifiquement, bien entendu, puisqu'elle est pharmacienne, oui. Représentante conseil du président de l'USPO. Elle parle plus du côté dispensateur du dispositif. L'idée, c'était d'avancer. Les travaux, du coup, avec le SNITEM avançaient relativement vite. Et donc, le but, c'était pas de chercher un accord avec toutes les... Voilà, je crois qu'il y avait 26 ou 27 signataires en 2011. On a jugé que c'était plus efficace de fonctionner en 2 temps. Et donc, c'est pour ça que ce choix a été fait de dissocier les deux. D'accord. Donc, du pragmatisme. Monica Stéphane. Monica, je te passe tout de suite la parole. Oui, merci. Tu peux te présenter? Ah. Ben, j'arrive pas. Monica est une universitaire de Grenoble. Pardon. Je suis Monica Stéphane, ex-directeur de recherche au CNRS. Maintenant un peu à la retraite, donc émérite. Ma question, elle est, pourquoi il y a un écho comme ça? Je m'entends avec 3 échos, c'est très désagréable. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. On vous entend. Oui, ok, je continue. Ma question, elle est assez courte. J'ai retenu de votre exposé, pour lequel je vous remercie, il était très clair, une phrase très intéressante qui résume pour moi un peu tout.
C'est-à-dire, vous avez dit, on peut aider à trouver le bon prix. Entre les industriels, l'assurance maladie, le patient. C'est ce qui est un chef d'œuvre. Parce que si on connaît un peu ce qui se passe dans le monde avec l'économisation du système de santé, je pense à l'Inde, par exemple, voilà. Donc, je parle de là et je voudrais vous demander, est-ce que vous savez comment, dans les grands pays européens qui ont tous un bon système de protection de santé, plus ou moins bon, est-ce qu'on a des choses très différentes? Enfin, ils ont des choses sûrement, mais comment la France singularise ou pas pour ce type de procédure pour trouver le bon prix? C'est-à-dire, est-ce qu'ailleurs on fait aussi bien ou on fait encore mieux? Et quelles seront les grandes différences institutionnelles ou politiques de comment on cadre? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu? C'est tout. Alors, c'est une excellente question. Et je réalise quand vous posez la question qu'on pourrait connaître plus finement les mécanismes de négociation dans d'autres pays. Pour autant, ce que je peux dire, c'est que déjà, le système de tarification, il dépend beaucoup de l'organisation du système de santé. Donc, si on regarde l'Allemagne, l'Espagne, on a cette différence entre l'État fédéral et les Länder en Allemagne, les régions en Espagne. Donc, tout ça crée des différences qui peuvent, vous voyez, en Espagne, sur certains types de produits qu'on régule nous, ils vont privilégier des marchés publics. Donc, il peut y avoir des différences comme ça. Le système qui ressemble peut-être le plus, c'est le UK, avec le NHS qui centralise une grande part des achats pour le système sanitaire anglais et qui, du coup, qui régule aussi les tarifs. Donc, on a des échanges avec nos homologues européens et au-delà, dans chacun des dossiers de tarification, on exige des industriels qui nous communiquent les prix dans 4 pays européens qu'on regarde plus particulièrement. Ces 4 pays, c'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Donc, systématiquement, on se benchmark par rapport aux tarifs réels dans ces pays. Donc, on regarde ce qui se fait ailleurs, mais pour autant, dans ces comparaisons, parfois, il faut prendre des spécificités. Je prends un exemple très concret. En France, quand on fixe le prix d'une prothèse, il inclut le matériel qui est mis à la disposition du chirurgien par l'industriel pour réaliser l'opération, ce qu'on appelle les ancillaires. En Allemagne, par exemple, le prix de la prothèse n'inclut pas ça et donc les établissements hospitaliers doivent payer en plus la location de ces ancillaires. Donc il y a tout un tas de petites spécificités qui font qu'on doit à chaque fois regarder au cas par cas quand on veut faire des comparaisons internationales approfondies. Mais c'est une question très intéressante. Après, donc là, je parle de l'Europe, parce qu'après, dès qu'on sort de l'Europe, qu'on regarde des pays comme les États-Unis où il n'y a pas de régulation, et d'ailleurs, ils aimeraient avoir une forme de régulation comme en Europe, parce qu'on s'aperçoit que les tarifs, je pense en particulier à ceux du médicament, atteignent des niveaux stratosphériques. Et si on regarde des pays même comme le Japon ou l'Australie, on est sur des niveaux tarifaires, ou même le Brésil, qui sont quand même nettement plus élevés qu'en Europe, souvent parce qu'il y a un déficit de régulation et de maîtrise de la dépense. Là, aussi parfois parce que ce sont des systèmes d'assurance privée qui jouent une partie du rôle de l'assurance maladie. Donc voilà, les systèmes de santé sont très très dépendants des États. Donc, très compliqué de répondre globalement à votre question, mais en tout cas, sachez que il y a ces 4 pays qu'on regarde de très très près parce que systématiquement, on demande des niveaux de tarifaires avant de fixer nos propres tarifs. Et je ne l'ai pas dit dans mes propos liminaires, mais la comparaison internationale arrive très haut. Hein. Donc, notre premier critère, c'est effectivement le niveau d'ASA qui nous est fourni par la haute autorité. Et puis après, on regarde, il n'y a pas un seul dossier où on ne regarde pas les comparaisons internationales avant de tarifer. Si je peux me permettre encore pour le Japon, oui, Monica. Parce que le Japon, il a quand même un système de santé assez public, comparable à la nôtre, c'est à la base un système bismarckien, et qui est moins transformé que celui de la France, c'est-à-dire les plus bismarckiens que beveridgien.
Et vous disiez, ils ont des tarifs plus élevés en général que nous pour les produits de santé et les médicaments. Ça m'étonne un peu. En tout cas, pour certains produits, je pense aux prothèses, où la réponse est oui. Ouais. Après, je n'ai pas une connaissance extrêmement fine, hein, de tous les tarifs pratiqués au Japon, donc je ne peux pas aller plus au-delà de ce que je viens de dire. Mais sur les prothèses, typiquement, c'est des tarifs plus élevés que chez nous. Alors, Jean-François voulait poser Mais on regardera, du coup. Oui, je Vous le vous dire, incitez ça à aller paraît regarder chose à le système faire, japonais. notamment pour tout ce qui est électronique, ils sont Merci. quand même très forts. Oui, très bien. Et Merci. pour la médecine aussi. Et je voulais faire une remarque à Bernard. Quand même, c'est que le PLV n'est pas une réponse satisfaisante pour les usagers. Vous comprendrez bien que c'est le prix limite de vente. Ça peut être une réponse satisfaisante pour l'industriel, mais pour les usagers, et notamment ceux en ALD, ce n'est pas une réponse satisfaisante parce que ça augmente encore le reste à charge. La prise en charge par les mutuelles est très aléatoire. Certains l'ont, mais d'autres ne l'ont pas. C'est le cas de la mienne, par exemple. Et ça augmente le reste à charge. Alors, je comprends très bien que ça peut permettre aux industriels d'avoir un peu de souplesse, mais quand on est dans des pathologies comme par exemple le diabète, des pathologies chroniques, et il y en a bien d'autres au long cours comme ça pèse sur les budgets des ménages et des individus, et c'est vraiment pas la réponse qu'on attend. Bien sûr, hein, j'entends votre point, Jean-François, mais j'allais dire, c'est plutôt un message à faire passer à mes autorités politiques. Effectivement, c'est un plus que voilà, niveau technique, CLPS, mais message bien entendu. Jean-François, encore une fois, Merci. on parle de prix avec reste à charge, enfin de produits avec reste à charge à partir du moment où le besoin médical est couvert, hein, par des produits qui sont, eux, pris en charge complètement par l'assurance maladie. Oui, mais alors écoute, si je prends un exemple concret qui n'existe plus, d'ailleurs, puisqu'il n'est plus remboursé, sur par exemple les piqûres d'injection intra-articulaire d'acide hyaluronique, il y avait un produit qui était sans PLV, mais il fallait 3 injections, contre un produit qui était en une seule injection, mais avec un PLV important. Je veux dire, c'est pour le patient, et encore une fois la qualité de vie du patient, entre 3 consultations avec 3 injections ou une seule injection, mais avec à la charge du patient le reste à charge, c'est vraiment illogique. Voilà. Bon, ce n'est plus le cas pour l'acide hyaluronique puisqu'il n'est plus remboursé du tout. Alors, donc maintenant, il n'y a plus de souci. Merci Germain, en tout cas de ces commentaires. Merci à vous. Germain, tu as une dernière question, et après on rendra l'antenne, comme on dit dans les médias numériques. C'est plus une question de prospective pour la fin, peut-être que c'est adapté, je ne sais pas. Vous avez évoqué tout à l'heure l'article 58 de la LFSS pour 2023. Comment le CEPS anticipe-t-il la modification de la fixation des prix avec la fin du prix de cession, la fixation d'une marge de distribution, et puis comment tout ça va s'articuler? J'imagine que ça va faire l'objet d'un avenant à l'accord cadre. Est-ce qu'il y a vous avez déjà une idée de la façon dont ça peut se mettre en œuvre? Vous citez l'article 58 qui doit faire l'objet d'abord de travaux au sein des directions concernées du ministère de la Santé. Donc, il y a d'autres sujets, hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'article 65 qui permet de valoriser les tarifs des entreprises qui fabriquent en France et en Europe. D'une manière générale, tous ces sujets qui sont fixés par des LFSS, des sujets nouveaux, peuvent avoir vocation à compléter l'accord cadre. Donc, on n'exclut pas qu'il puisse y avoir des avenants dans les mois et les années qui viennent. Pour autant, et par rapport à la question de Philibert tout à l'heure, faisons déjà vivre l'accord cadre tel qu'il est. Hein, il y a déjà énormément de choses dedans. Mais évidemment, la vie conventionnelle, réglementaire suit son cours, et donc il y aura des évolutions qui, à un moment, un jour ou l'autre, pourront percuter l'accord cadre ou nécessiter des aménagements, des compléments à l'accord cadre. C'est la vie administrative, hein, donc c'est tout à fait logique, souhaitable dans l'intérêt de tous.
Merci. Bernard, Jocelyn, on arrive à la fin de ce Café Nil. Vraiment, très sincèrement, tous mes remerciements pour toutes ces explications. C'était tout à fait passionnant. Je crois que d'ailleurs, quand on voit le nombre de messages qui arrivent en disant que les gens sont très contents de votre présentation et des explications que vous leur avez apportées, les miennes deviennent superfétatoires, mais je le comprends parfaitement. Donc merci. S'il y a du nouveau sur l'accord cadre ou sur d'autres sujets dont vous voulez parler, le Café Nil est bien entendu ouvert à vous recevoir quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors justement, dans les prochaines, juste un peu d'annonce pour les prochaines, les prochains opus du Café Nil. Donc on aura le 2 octobre prochain, on aura 2 Café Nil. Le premier avec Lise Alter le matin et l'Agence d'innovation en santé sur les questions de prévention et justement d'innovation. Et le soir, on aura Yannick Neuder, qui est rapporteur général du PLFSS, qui viendra nous expliquer le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025, ce qui va être extrêmement attendu à mon avis. Et puis, on a également le 16 octobre prochain, on a l'Alliance franco-danoise, et on aura l'ambassadrice du Danemark qui a un secteur industriel important également dans les produits de santé, qui viendra nous parler un peu de la politique prospective du Danemark en termes de santé et d'aspects industriels. Et le 23 octobre prochain, on aura également Benoît Vallée, qui est le président de l'ANSES, et qui viendra nous parler de One Health, une seule santé, et de son déploiement dans le pays. Je crois que c'est des questions qui sont des questions tout à fait d'actualité. Donc voilà, je vous remercie vraiment tous d'avoir été présents. Bien entendu, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on pourra les poser à Jocelyn et à Bernard Célie sans problème. On essaiera de vous apporter le maximum de réponses. À très bientôt et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.